Jean-Luc Simon, même question, on va dire, de présentation. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des multiples casquettes. Vous pouvez nous expliquer peut-être déjà ce que c'est que le CNCPH et son périmètre de compétences et peut-être enchaîner à côté, au travers de vos différentes fonctions. Le CNCPH, donc lui, est pas imprévu. Il a été établi par la loi de 75, revu en 2005 évidemment, et relancé dans les années suivantes. Parce que entre 75 et 2005, il n'avait pas vraiment fonctionné. Il avait une fonction plus... en tout cas, il n'avait pas fonctionné. Je ne trouve pas mes mots là-dessus. Donc maintenant, il est remis en route avec une vraie dynamique. Et c'est une dynamique qui s'inscrit, et ça, je suis très content de le faire. Moi, je suis investi au niveau du CNCPH. J'assure la présidence de la commission questions européennes et internationales et application des conventions, les conventions des droits de l'homme en général, les différentes conventions qui existent. Donc, je découvre un peu cet aspect institutionnel. Moi, je suis formé par une action médico-sociale et associative surtout, et je découvre le fonctionnement institutionnel du CNCPH en le manipulant. Hein. J'apprends par l'expérience finalement. Ça, c'est mon cheval de bataille sur le versant associatif et militant. Je représente différentes associations, effectivement, pas au sein du CNCPH. Au sein du CNCPH, je suis personne qualifiée. J'ai été nommé sur CV, quoi, hein, sur ma production antérieure, mes productions antérieures et mon investissement. Donc ça, c'est la nouvelle formule du CNCPH qui était composée avant la dernière mandature, cette mandature-là, qui était composée d'associations, qui avaient un certain nombre de collèges associatifs, et il y avait des syndicats, les associations familiales. En tout cas, bon, il y avait un certain nombre de représentants de la société civile en général, auquel a été ajouté dans cette dernière mouture, dans cette mandature, sur le souhait de la présidente précédente, Dominique Gillot, auquel a été additionné, et du rapport Radian, excusez-moi, hein, c'est le rapport de Catherine Radian, de Madame Radian, qui a lancé les choses. C'est donc a été ajouté, excusez-moi, a été ajouté un comité des personnes qualifiées, c'est-à-dire que ce sont des personnes en situation de handicap et ou professionnels, ou en tout cas très experts sur la question. C'est une réunion d'experts en situation de handicap et non, qui ont d'autres champs d'expérience. Tout ça pour essayer de renforcer. Il y a environ 160 membres au CNCPH, et il n'y avait pas jusqu'à présent une présence assez effective des personnes en situation de handicap. Donc ces personnes compétentes-là ce collège-là a été ajouté au CNCPH pour encourager et renforcer la participation effective des personnes en situation de handicap et des acteurs finalement de l'insertion, qu'ils soient parents ou professionnels particulièrement investis. Donc voilà un peu l'état du CNCPH. Donc champ de compétences, il s'agit de regarder un petit peu tout ce que le gouvernement produit finalement, en termes de législatif surtout. Donc si on voulait remplir notre rôle à plein, il faudrait que tout ce qui sort du gouvernement puisse nous passer sous notre analyse, ce qui est loin d'être le cas, et heureusement, parce qu'on n'en a pas les moyens pour l'instant. Donc pour l'instant, nous travaillons sur vraiment les législations plutôt spécifiques en termes d'accessibilité, en termes d'aide personnelle, de vie institutionnelle, de vie dans les établissements ou du financement des établissements, de fonctionnement de la CNSA, enfin bon, d'un grand nombre de choses, avec des compétences qui vont s'étendre au fur et à mesure, qui devra embrasser finalement tous les secteurs de la société. Donc ça donne une espèce d'outil qui devient un peu gigantesque. Donc là, pour l'instant, forcément, nous sommes concentrés sur ce qui concerne particulièrement les personnes en situation de handicap en termes d'accessibilité. Alors, tout ce qui concerne le transport, finalement, nous concerne beaucoup. Tout ce qui concerne l'habitat nous concerne beaucoup. Tout ce qui concerne, évidemment, toutes les structures spécialisées, mais pas seulement. Hein, c'est qu'un seul lieu de vie. Notre lieu de vie et notre environnement, c'est la société dans son ensemble. Donc
Donc forcément, tout nous concerne un petit peu. Donc il faut qu'on se mêle de tout. Donc nous sommes un peu agaçants finalement pour ça, parce que d'autant plus que le CNCPH a une capacité d'autosaisie. C'est-à-dire que nous avons la capacité de nous autosaisir d'un dossier quand nous en avons connaissance, par quelque biais que ce soit, puisque nos membres sont des associations et un certain nombre d'acteurs du milieu, donc qui ont forcément des informations diverses et variées. Et en fonction de ça, l'un et l'autre, l'un ou l'autre peut nous saisir, en tout cas peut entamer une procédure pour convaincre le CNCPH de s'emparer d'un texte de loi, d'une initiative parlementaire, de quelque projet que ce soit pour émettre un avis ou avoir une initiative. Donc voilà un petit peu je pourrais en parler beaucoup plus, Non, mais c'est déjà très bien, Jean-Luc, et je retiens effectivement cette capacité de s'autosaisir. Et ça, j'imagine que c'est quand même un vrai pouvoir du CNCPH de pouvoir réussir finalement à se donner ses propres moyens pour pouvoir rendre un avis sur une loi, sur une proposition de loi. Et ça, c'est quand même une véritable force d'action. Jean-Luc Simon, est-ce que vous avez un avis peut-être sur le tirage au sort, puisque c'est quand même une pratique dont on parle beaucoup, et en tant que personne engagée sur la participation, quel est votre avis sur le tirage au sort, cette modalité-là de désignation? C'est-à-dire que le tirage au sort, je dirais que les personnes en situation de handicap, les personnes dites handicapées, quand vous êtes porteur d'une déficience quelconque ou d'une incapacité, vous avez été tiré au sort finalement. Et d'ailleurs, le terme handicap lui-même est né d'un tirage au sort. Hein, le handicap et la façon dont on tirait au sort les chevaux qui seraient, ou en tout cas le surpoids qui leur serait donné, c'est-à-dire la charge supplémentaire qu'on allait mettre sur les meilleurs chevaux. Donc les personnes handicapées sont les meilleurs chevaux tirés au sort qui tirent au sort et qui leur a fait rencontrer cette difficulté-là. Donc on est complètement en phase et finalement le tirage au sort, il fait partie de notre vie. Et effectivement, comme de nombreux personnages, hein, même qu'ils soient élus, parce que ça arrive à des élus aussi, hein, on se révèle avec la fonction. La fonction réveille l'homme ou la femme. En tout cas, la fonction fait la personne finalement parce qu'elle se révèle à ce moment-là, en fonction de ce qu'elle est, de là où elle vient et toute son histoire. Et ça peut être très surprenant. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très, très, très similaire. En tout cas, moi, c'est ce que ça appelle en termes à quoi ça fait écho dans mon expérience. Ouais, c'est très intéressant d'avoir cette image-là, et on voit justement la transformation que vous en faites. C'est-à-dire qu'on pourrait justement se dire, naître handicapé, ça peut être perçu comme avoir eu le mauvais tirage, quelque part, mais avec l'analogie des équestres et des chevaux, on comprend que c'est justement parce que peut-être, inconsciemment, directement, vous étiez les meilleurs, donc vous êtes capable de résister à cet handicap et à cette charge-là, et qu'il va falloir le faire. En sachant que la réalité de la vie avec une déficience, et quelque part, on est obligé, on est acculé. Si nous voulons vivre la vie comme nous le souhaitons, c'est-à-dire vivre ce que nous avons décidé de faire et nous y engager et le faire, aller là où on veut, choisir le métier qu'on souhaite, enfin essayer de se développer comme chacun d'entre nous peut être amené à le faire en toute liberté. Il faut que nous soyons meilleurs. C'est-à-dire que ça nous oblige à être meilleurs que les autres. Pas que les autres, mais en tout cas à être meilleurs. Il faut que nous nous dépassions sans arrêt. C'est du dépassement quotidien. Et donc, il faut que nous fassions souvent plus avec moins, c'est-à-dire avec moins de ressources parce que des incapacités supplémentaires, des barrières supplémentaires, des parcours très compliqués. Donc, c'est vraiment une illustration, c'est vraiment les meilleurs chevaux. Si nous n'étions pas les meilleurs chevaux, nous sommes obligés de le devenir finalement. Hein. Et donc, de toute façon, au bout du compte, nous sommes... Alors, il faut pas que ça devienne caricatural, mais finalement, le fait de se sentir le meilleur, c'est aussi ce qui permet d'avancer. Donc, moi, j'encourage toutes les personnes en situation de handicap à se sentir les meilleures. Je pense qu'elles le sont parce qu'elles ont toutes développer des choses, finalement, des talents dont elles n'ont même pas conscience. Finalement, elles ont tellement appris à faire plus avec moins, elles ont tellement appris à se bagarrer, à se dépasser, sur qu'elles peuvent apprendre aux autres, elles peuvent le montrer d'abord que c'est possible, ensuite qu'elles
quelques pistes pour que chacun puisse un peu faire de la même façon, faire plus avec moins. Et c'est exactement les questions qui sont posées à notre civilisation d'aujourd'hui. C'est bien ça, hein, l'économie d'énergie, le développement durable. Toutes ces questions-là, c'est faire plus avec moins de consommation, moins d'énergie et avec des voies alternatives que les personnes handicapées explorent quotidiennement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'en trouvant les voies alternatives que nous pouvons justement continuer à exister et à faire ce que nous avons à faire, ce que nous souhaitons faire. Oui, vous m'avez volé les mots de la bouche parce que quand on entend effectivement faire plus avec moins, on a l'impression que c'est le programme d'une politique publique qui demande toujours de faire plus avec moins. Mais j'entends ce que vous dites et vous avez raison. Si on parlait du climat tout à l'heure, le monde vers lequel on va et les ressources qui disparaissent chaque jour nous pensent à repenser l'idée qu'il faut continuer à faire autant en tout cas ou différemment. Peut-être plus à sa manière, et toujours avec moins. Vous avez aussi soulevé la question de la confiance, en fait, hein, quand vous dites il faut prendre confiance en soi, savoir qu'on est capable. J'imagine que c'est crucial de générer, de préserver cette confiance pour accompagner la transformation. Jean-Luc Simon, j'imagine que vous avez peut-être quelque chose à nous dire sur ce... Enfin là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées. Hein. Moi, je ne veux pas non plus passer trop de temps sur ce sentiment de défiance de la confiance, quelque part. De se dire, voilà, je suis pas écouté, mais j'imagine que c'est quelque chose que vous avez peut-être ressenti, vous, personnellement, au sein des différents collectifs vers lesquels vous travaillez. Et puis, comment on fait justement pour surmonter ça? Parce que si on s'arrête là, on ne fait plus rien, en fait. Ce qui vient d'être dit est exactement ce que nous cherchons à mettre en œuvre. Ça m'a évoqué une chose, moi, qui m'a été transmise par Philippe Mérieux. Le vivre ensemble se fonde sur le faire ensemble. C'est-à-dire que c'est en faisant ensemble que nous allons apprendre à vivre ensemble. À partir du moment où on fait les choses, c'est pour ça que je suis un défenseur, enfin même plus que défenseur, je revendique la participation, plus de participation pour les personnes en situation de handicap, parce que pour apprendre à vivre avec, il faut faire avec, c'est tout. Et à partir de... Et il y a plein de questions qui ne se posent pas et qui ne se poseront pas si on fait avec, tout simplement, et que les réponses vont venir. Et nous allons évidemment trouver les bonnes méthodes, en tout cas les méthodes adaptées pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vivre ensemble, tout simplement. Donc, et nous apprenons les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui ne se posent plus ensuite. Parce qu'effectivement, moi, quand je rencontre un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas forcément la réalité des personnes en situation de handicap, moi je suis en fauteuil roulant, ça ne se voit pas aujourd'hui, mais dans ce contexte-là, comme quoi le handicap, il y a une histoire de contexte, hein, ça dépend où je suis. Ici, il n'y a aucune conscience de ça. Si je vous dis rien, vous ne voyez rien. Mais c'est pareil pour plein de personnes parce que moi, j'ai le label handicap porté, que je le porte sur moi 24 heures, pas 24 heures sur 24 parce que je ne le porte pas la nuit, mais mon fauteuil roulant en est le marqueur. Et donc, comme c'est en plus le symbole du handicap, la petite personne dans un fauteuil roulant, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué parce que c'est un peu une minorité d'utilisateurs de fauteuils roulants. Je crois qu'il y a à peu près une quinzaine de pourcents du total des personnes dites handicapées qui utilisent un fauteuil roulant. Donc ça m'a toujours amusé parce que c'est une minorité qui représente la majorité. Mais ça, c'est juste une petite pirouette. Pirouette néanmoins intéressante. Hein. Je me permets de rebondir sur la pirouette parce qu'elle dit deux choses. Elle dit que finalement, le handicap ne peut être que être visible. Alors évidemment, puisqu'on doit avertir les gens, il faut bien montrer quelque chose qui est un symbole et qui signifie, qui est insignifiant. Mais néanmoins, ça serait intéressant à changer comme représentation. Alors, moi, je découvre là. Hein. J'imagine que c'est sans doute un combat. Le débat n'est pas nouveau. Ça, voilà. J'imagine que c'est sans doute un combat de longue date. Mais je crois que la société commence seulement maintenant à parfois accepter certains combats et à changer justement les représentations, les codes pour être les plus inclusifs possibles. Et c'est vrai que ce signifiant est tout sauf inclusif, puisque comme vous le dites, il concerne une minorité de personnes handicapées. Et en plus, on se rend compte que le handicap, parfois, c'est des handicaps qui ne sont pas visibles et qui sont pour autant très importants. Mais là, je débarque un peu, je découvre la Lune sans doute. Mais en tout cas, je pense que ça sera un combat intéressant à mener, qui est déjà mené, mais qui pourrait peut-être arriver, qui pourrait peut-être porter ses fruits. Jean-Luc Simon, j'en profite juste parce que vous avez développé le concept de pérémulation. Vous pouvez nous l'expliquer quand même, nous le détailler. Alors, on est peut-être sur un autre sujet, mais c'est intéressant quand même de le définir. Alors, vous avez 2 heures? Non,
Je plaisante, mais je suis justement en train je suis occupé en ce moment à écrire un article pour essayer de poser tout ça un peu sur le papier. C'est pas la première fois, ça fait cette pérémulation, c'est une pratique sur laquelle nous avons mis le mot pérémulation en 1994, aux premières journées nationales pour la vie autonome qui avaient été conduites par le Groupement français des personnes handicapées, l'association qui est membre de l'Organisation mondiale des personnes handicapées, donc insérée dans un réseau international et qui avait invité un certain nombre de représentants des pays. Il y avait la Hollande, l'Écosse, l'Allemagne, l'Italie, non pas l'Italie, je ne sais plus quel pays, principalement l'Europe du Nord, qui étaient des leaders, qui sont toujours d'ailleurs, hein, ceux qui sont encore vivants, euh, qui, qui, sont des leaders des mouvements pour la vie autonome et qui nous ont parlé de d'une pratique que moi j'avais découvert lors d'un voyage en 92 aux États-Unis, qui était un mouvement de soutien mutuel sur le peer support, le peer counseling. C'est-à-dire que des personnes en situation... J'étais allé visiter un centre à San Francisco où j'ai vu simplement, dans un centre dédié aux personnes handicapées, une personne tétraplégique en train de faire une démonstration à une autre personne tétraplégique d'une aide technique qui pourrait lui être utile au milieu des Independent Living Centers, c'est-à-dire des centres pour la vie autonome, qui sont des endroits créés par les personnes en situation de handicap, et où on peut trouver des réponses à des questions d'autonomie qui concernent les personnes handicapées. Et ce soutien mutuel que j'ai vu, qui était concret dans ces centres-là, et qui se déroulait aussi en termes de formation, c'est-à-dire qu'on formait les peer counselors, les pairs émulateurs, les personnes qui transmettaient cette expérience, c'est-à-dire c'était simplement des personnes en situation de handicap qui donnaient des trucs à d'autres. Je vous donne juste une image, mais qui est très représentative. On sait tous ce que c'est qu'un sac à dos. Moi, j'ai acheté un sac à dos et je rencontre beaucoup de mes collègues en fauteuil roulant qui ont des petits sacs à dos. On a toujours ça avec nous pour transporter différentes choses. Ça nous fait une belle poche. Et forcément, le sac à dos, j'ai commencé dans ma vie en fauteuil roulant à le mettre dans mon dos, puisque c'est un sac à dos. Donc, je l'ai accroché derrière. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Au bout de 20 ans, je vois quelqu'un arriver chez moi, un ami qui arrive chez moi en fauteuil roulant, et je vois entrer dans l'appartement et je vois qu'il avait le sac à dos, mais sur les genoux. Et ce jour-là, j'ai dit, mais bien sûr, mais bon sang, c'est bien sûr, un sac à genoux. Donc maintenant, j'appelle ça un sac à genoux parce que je le pose effectivement sur les genoux, tout simplement parce que c'est beaucoup plus accessible. Tout est devant moi et accessible très rapidement. Et finalement, voilà un exemple. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre qu'un sac à dos pouvait être un sac à genoux. Et c'est-à-dire que je pouvais transformer les choses pour améliorer mon quotidien. Mais il a fallu pour ça que je sois un peu... Parce que finalement, mon autonomie, elle est subversive. C'est-à-dire qu'elle vient interroger des règles et des us et des habitudes qui sont établies. Un sac à dos, ça se met dans le dos et qu'on ne se pose même pas la question de faire autre chose. Mais la restriction de capacité, l'incapacité et l'adaptation, en tout cas l'adaptation à l'environnement, oblige finalement à détourner l'usage d'un certain nombre d'outils et parfois à l'encontre des conventions. C'est-à-dire qu'un sac à dos, ça se met sur le dos. Si on le met sur les genoux, déjà, c'est déjà un acte subversif, pratiquement, parce qu'on détourne l'utilisation. Donc, il faut se détourner des us et des habitudes et aller au-delà des règles. C'est-à-dire qu'il faut oser finalement dépasser des règles. Moi j'ai toujours été un peu comme ça m'a toujours un peu amusé, donc ça ne me pose pas de problème, mais il m'a quand même fallu 20 ans pour arriver à comprendre qu'un sac à dos pouvait se mettre sur les genoux. Donc, vous voyez comment c'est compliqué. Et ça, c'est une personne en situation de handicap qui me l'a appris, parce que sinon, c'est pas quelqu'un d'autre qui aurait pu me l'apprendre, parce qu'il n'y a que nous qui utilisons ce genre de choses. Donc, vous voyez, et donc, si on le déplie dans plein d'autres situations, on va avoir des exemples à foison. C'est vraiment une transmission d'expérience, mais qui est pratico-pratique. Quand il a fallu, moi, que j'ose sortir dans la rue en fauteuil roulant, parce que c'est toujours un peu gênant, on se demande des questions, comment les gens vont nous regarder, quelle image va avoir de moi. Enfin, c'est très compliqué au début, hein, quand on a, pour des personnes qui, comme moi, ont eu un accident en cours de vie, qui sont passées de l'état de valide à invalide, et donc de se déplacer en fauteuil roulant,
l'image de soi et tout ça, arriver à rentrer dans un restaurant et à passer une commande et à finalement se comporter à l'aise, comme moi je me comporte maintenant au bout de 35 ans, 38 ans en fauteuil roulant, c'est pas évident, ça s'apprend. Ah ben là, c'est une personne, j'ai eu mon tuteur, mon père émulateur, mais on ne connaissait pas le mot à ce moment-là, qui m'a appris qui m'a entraîné, qui m'a appris à aller au restaurant et à m'amuser, à rire, à boire, à chanter et à vivre exactement finalement avec autant de satisfaction que n'importe qui. Et autant de problèmes, hein, voire des problèmes en tout cas un peu spécifiques parfois parce que les situations de handicap nous amènent dans des moments un peu surréalistes de temps en temps. Mais non, c'est pour la pérémulation, ensuite, on peut en parler de non, plein de façons. on va en reparler, mais je rebondis sur le sac à dos parce qu'en fait, je ne sais pas si je vais l'appeler le sac à dos ou le sac à genoux maintenant, hein, puisqu'on a bien compris que les deux usages sont possibles. Mais en tout cas, si je continue à appeler le sac à dos, c'est parce qu'il y a la puissance de la norme. Il y a la puissance, l'injonction de la norme de me dire, voilà, ça s'appelle un sac à dos et basta. Est-ce que vous faites une différence entre liberté d'expression à l'intérieur de vos organisations et participation ? Quelle différence de quel niveau ? Différence entre liberté d'expression et participation. Là, c'est une question, vous avez 2 heures. Non, j'ai dit justement, Jean-Luc, que vous n'avez pas 2 heures en préambule. Pour moi, la participation, c'est vraiment d'abord une question. La clé, c'est la motivation. C'est pour ça que ce qu'on pratique, nous, en termes de soutien mutuel et de pérémulation, c'est-à-dire comment je peux motiver, à encourager celui qui me fait face, avec lequel je partage des conditions de vie, comment est-ce que je peux l'encourager à se dépasser, c'est-à-dire à dépasser la situation, à aller plus loin que ce qu'il croit qu'il peut aller. Parce que c'est un petit peu ça le challenge qui nous fait face quand on a affaire à des situations de handicap, c'est que nous devons aller au-delà de ce dont nous croyons que nous sommes capables. Parce qu'en général, moi, quand je suis arrivé en fauteuil roulant, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver. En tout cas, avant mon accident, vous m'auriez dit, tu vas finir ta vie en fauteuil roulant, je vous aurais dit, c'est impossible, je vais me flinguer, faudra me tuer. Et j'y arriverai pas. Alors que je vis une vie, finalement, je me suis adapté. Je suis allé au-delà de ce que je croyais, possible. Et c'est le cas dans beaucoup de cas. Nous allons souvent, quand nous sommes obligés de le faire, parce que notre vie est en jeu ou la vie de nos proches est en jeu, parce qu'il faut se bagarrer, il y a urgence, nous allons souvent au-delà de ce que nous croyons possible. Ça veut dire que nous sommes tous en possession de capacités que nous ne soupçonnons pas. Donc, ayons confiance. Nous avons les ressources pour faire face et nous allons faire face. Donc, c'est vraiment cette question-là, moi, qui me motive. Ensuite, sur la question liberté d'expression ou participation, la participation, c'est vraiment construire, c'est-à-dire comment est-ce que je peux poser ma brique et trouver la place de ma brique au milieu des autres briques. C'est-à-dire que je suis vraiment dans un jeu collectif. La liberté d'expression, elle existe, la liberté d'expression. Ce qu'elle produit ou ce qu'elle ne produit pas, ou ce qu'elle produit de bon ou de contre-productif, finalement, dépend un petit peu de plein de critères. Internet est un endroit de liberté d'expression, avec des bornes aussi, hein, qui sont là quand même. Mais est-ce que c'est un endroit de participation ? Est-ce que la participation, il est facile de participer peut-être sur Internet, d'ailleurs il est souvent plus facile de susciter la participation Internet, parce que là ça peut se faire très facilement, qu'une participation sur le terrain et qui implique de sa personne, c'est-à-dire où il faut se déplacer, se bouger, parler, s'exprimer, bouger son corps. Et ça, c'est une adversité qui forge aussi le caractère et qui forge l'argumentation et l'humilité à argumenter pour être des nôtres, quoi, pour faire un collectif. Donc il y faut à la fois beaucoup de conscience de ce qu'on est capable de porter et de porter avec les autres, mais aussi d'humilité pour accepter d'être challengé, d'être mise en cause par le collectif auquel on veut appartenir.
Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, que c'est compliqué et que quelquefois ça peut être déprimant, voire décourageant, et qu'il est important de trouver des étais, des mentors, des supports, des soutiens dans le collectif pour aller jusque-là. Donc bon, Jean-Luc qui a changé de statut dans sa vie personnelle, je pense que tu as dû vivre ça à plusieurs reprises et que bon, tu as construit ta personnalité avec cette adversité quelquefois. Dans cette adversité, parce on parle aujourd'hui beaucoup, on entend beaucoup aujourd'hui parler du validisme. Hein, c'est un terme qui a déboulé sur les réseaux en français récemment. On parle de abléisme, qui est une notion, ça vient de l'Angleterre aussi, ça, hein, comme handicap, en termes de terminologie. Nous sommes nourris en termes de handicap par la sémantique anglaise en ce moment. Mais effectivement, cet abléisme, c'est-à-dire ce validisme, c'est une espèce. C'est un mot qui est posé sur un sentiment, sur quelque chose que nous rencontrons. Je dis nous, là, je parle de nous, des personnes handicapées. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne dans mon dos. Bon. Donc, ce validisme, il y a une dimension, moi, qui me rebute un peu, c'est de dire. C'est comme si ça exprime un sentiment, c'est-à-dire que comme s'il y avait une adversité. C'est pas ce sentiment d'adversité. En tout cas, c'est un sentiment qui est un sentiment de déconsidération des personnes en situation de handicap qui se sentent déconsidérées et surtout challengées continuellement à leur désavantage dans un monde qui favorise quelque part les valides. La course, ils ne sont pas les gagnants de la course, quoi. Nous sommes continuellement dépassés par des personnes en situation, par des personnes non handicapées qui finalement ne prennent pas conscience, ils avancent tout simplement et finalement ils avancent à leur rythme, hein, comme nous aurions avancé avec toutes leurs capacités et finalement finissent par nous oublier un petit peu sur le côté. Je crois que c'est ce sentiment-là qui est exprimé en ce moment. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Ça me fait... Alors, moi qui viens d'une culture associative radicale, on va dire, nourrie par nourrie à l'anglophone, hein, par la pensée anglo-saxonne, je trouve cette notion de validisme un petit peu... je ne voudrais pas qu'on règle des comptes avec ça, quoi. Il y a une espèce de rancœur, mais que je comprends totalement parce que je la ressens moi-même souvent. Parce que nous avons l'impression d'être mis sur le côté, poussés sur le côté un petit peu de temps en temps. Nous ne sommes pas assez visibles et il faut que nous le soyons plus. Je suis en train d'écrire un article sur la question de la pérémulation et c'est vrai que je suis en train de réunir des éléments et je remontais à 2018, au souvenir d'un colloque de la CNSA et qui était sur le thème de la participation justement et de l'expertise d'usage. Et nous avions la ministre, Sophie Cluzel, qui s'est exprimée en tant que parent, nous avions un témoin. Mais nous avons entendu rien sur nous sans nous, dit de la tribune, de personnes non handicapées. C'est juste pour expliquer un petit peu le sentiment, les sentiments que nous pouvons en savoir. Mais nous avons entendu le slogan rien sur nous sans nous, donné de la tribune, exprimé par deux personnes non handicapées, des parents, hein, qui ont leurs propres difficultés et que je ne nie pas, hein, il n'y a pas de problème. Avec un autre témoin qui était non handicapé et qui reprenait un slogan qui a été lancé, en tout cas relancé par l'Organisation mondiale des personnes handicapées, qui a été le slogan qui a été mis au jour par notre organisation, par les personnes elles-mêmes en situation de handicap, et de voir ce slogan repris par des personnes non handicapées sur une scène. Et moi, j'étais avec 4 ou 5 autres personnes en fauteuil roulant. Nous étions en haut de la salle dans un amphithéâtre pas très accessible, un petit peu dans le noir. Si vous voulez, ce sentiment-là a été, pour moi, ça a été un moment violent. C'est-à-dire que je me suis senti, j'ai pris une baffe, quoi, parce que je me suis dit, bon sang, et c'est un peu le même sentiment que quand, par exemple, je monte dans un bus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a des bus à plancher bas. Nous avons mis 20 ans, quand je dis nous avons mis, les organisations de défense des droits des personnes handicapées, nous avons mis une vingtaine d'années à obtenir cette norme de la Commission européenne qui a été mise en œuvre avec la directive qui est de 2001. Et donc, les bus à plancher bas sont arrivés.
Et aujourd'hui, je monte dans les bus à Paris qui sont à plan, je sais pas, parce que maintenant, là, nous avons obtenu la norme. Et j'ai parfois des difficultés à y trouver ma place parce qu'il y a des valises, parce qu'il y a des landaux, parce qu'il y a l'espace est occupé. Et j'ai du mal parfois. Alors, j'essaie toujours de le prendre avec humour, tant que c'est possible, de dire, vous savez, par exemple, moi, vous savez, si vous êtes là, par exemple, avec votre poussette, c'est parce que j'y ai beaucoup travaillé et que je suis très content que vous en profitiez, mais moi, j'aimerais bien trouver une petite place à côté de vous. Donc voilà, tout ce qu'on est en train d'essayer. Mais ce sentiment-là, et je vous promets que des fois, il y a un jour, une maman, j'en ai même de l'émotion encore, même plusieurs années après, la maman qui tenait la poussette de fauteuil roulant, et le chauffeur a demandé, il y avait 4 poussettes dans le bus, je n'arrivais pas à trouver de place. Le chauffeur a demandé à la dernière dame en poussette de sortir. Cette jeune femme d'une vingtaine d'années m'a regardé en sortant du bus en me disant, toi, j'espère que tu vas crever de ton handicap. Voilà ce qu'on rencontre dans le bus. Donc, vous voyez qu'un peu cette adversité, elle est nourrie aussi de crainte, de peur, d'expériences qui sont des expériences parfois qui sont des grosses baffes. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, on est dans un équilibre. Il faut vraiment que nous trouvions les voies d'une collaboration constructive. J'appelle ça comme ça. Parce qu'il faut que nous trouvions des alliances et que nous allions au-delà de nos... J'ai vu un jour une troupe de chiens chasser le chien de la meute qui était devenu invalide, qui avait une patte coupée ou cassée. Et ils l'ont chassé. Et cette espèce de sentiment d'animal, c'est un peu ça qui ressort quand j'ai entendu cette jeune femme, cette espèce de bestialité qui est en nous et qu'il faut maîtriser. Nous sommes humains finalement, et la qualité de l'humain, c'est justement pouvoir maîtriser ses émotions. Donc il faut absolument. Mais ça veut dire que ce rejet de l'infirme, il est en nous tous. Il est ce qui nourrit notre peur, finalement, notre crainte, notre gêne, notre embarras face à la déficience, aux personnes handicapées. Et donc, si nous ne le maîtrisons pas, nous avons du mal. Donc, voilà un peu les enjeux de tout ça. Ce dans quoi nous sommes, nous, arrivés. Vous vous rendez compte que comment je vais encourager, moi, une jeune fille paraplégique à prendre le bus parce qu'il faut qu'elle soit incluse, ou en tout cas qu'elle joue l'inclusion, qu'elle essaye de vivre avec au milieu des autres, tout simplement. Comment je peux l'encourager en sachant qu'elle risque de rencontrer des événements pareils? Je ne veux pas l'envoyer non plus au bûcher, quoi. Je veux dire, il faut, c'est toute la valeur de l'action associative maintenant, c'est que notre objectif est maintenant de faire du renforcement des capacités, renforcer le pouvoir d'agir de chacun pour que les jeunes, quand ils prennent le bus, ou jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas quand on prend le bus dans un fauteuil roulant, qu'on soit suffisamment armé pour faire face à des situations telles que celle-là, parce qu'elles risquent d'arriver. Exactement. Ce que je vous ai raconté n'est qu'un événement au milieu de... Oui, bien sûr, mais c'est aussi par rapport à des événements qui sont marquants, qui sont des images qui nous permettent parfois de bien comprendre les choses. En tout cas, c'est une forme de pédagogie. Merci Jean-Luc Simon, merci